Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers l'Ontario. Nous offrons des prêts entre pairs dans la forme de cercle. Nous sommes le seul mécanisme de l'empreinte ciblée aux femmes pour 50 000 sans cote, sans collatéral et sans une cote de crédit élevée. Nous appuyons les femmes entrepreneurs avec leur plan d'affaires, avec leur stratégie de marketing et aussi avec l'aide à l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes joints par Shulamit Ber-Leftov. Elle va nous parler, elle va animer une session et je cède la parole à Shulamit, s'il vous plaît. Merci. Le titre de la présentation, c'est Survivre aux montagnes russes de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, de côté émotionnel, et même de côté financier, ça peut aller du bas en haut. C'est comme des montagnes russes et ça peut être par moments épeurant. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de soutien pour des entrepreneurs tellement que c'est difficile. Alors, pour aujourd'hui, pour l'agenda, je vais faire une reconnaissance de la Terre. Je me présente. Ensuite, on va parler des éléments de risque à la santé mentale des entrepreneurs. Pourquoi on réagit sur le stress? Les 3 principes de réduction de stress et on va s'engager à une activité de réduction de stress. Et il va y avoir des moments pour Q&A durant la présentation et par après aussi. Ce que je préfère, en plus, René et Caro, ce que je préfère, c'est se jaser l'un l'autre plutôt que je parle tout au long et on se parle à la fin. Alors, si jamais il y a de quoi, vous avez juste à ouvrir le microphone et faire signe qu'il y a de quoi. Je vais aussi inviter les interactions durant la présentation. Alors, ne soyez pas gênés du tout à vous lancer dans la discussion parce que ça l'anime beaucoup plus. Hein? Ça fait quelque chose de plus vivant. Ou bien, si ça vous gêne d'ouvrir le micro et parler comme ça, vous avez juste à mettre les commentaires dans le chat de la boîte de clavardage et je peux les lire pour les gens, pour l'enregistrement. Alors, pour la Terre, moi, je suis colonisatrice sur le territoire qui, depuis 10 000 ans, a été le foyer des peuples Anishinaabeg, Huron-Wendat, Husainach, Oneida et Haudenosaunee et qui leur a été volé de par le soi-disant achat de Crawford de l'an 1783. Et si vous ne savez pas où vous êtes, je vous encourage à faire des recherches. J'ai mis des liens dans la boîte de clavardage et je vais aussi donner ça à Renée qu'elle puisse le partager avec vous qui écoutez par après. Et cette reconnaissance est une de mes réponses à des appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation du Canada. Alors, avec cette reconnaissance, je vous appelle à apprendre où vous êtes, sur le territoire de quel peuple, d'en savoir davantage sur ces peuples et nations et partager ce que vous avez appris avec d'autres gens, d'autres colonisateurs et colonisatrices. Et en plus, si vous êtes dans la mesure de le faire, de contribuer financièrement à la réconciliation. Et comme j'ai entendu parler d'autres groupes d'activisme pour des peuples des Premières Nations ici au Canada, de payer votre loyer sur la terre où vous êtes. Et ils voient ça je cherche le mot en français, like restitution, de retourner à eux ce que leur ont été volés par les partages financiers. Partage financier. De toute façon, ici, c'est le Indian Residential School Survivor Society. C'est un organisme à qui je fais des contributions et vous pouvez songer à ça aussi si vous êtes dans la mesure. Parce qu'il n'y a pas de pression par rapport à ça, c'est juste pour dire. Parce que si on reconnaît la Terre et si on ne fait rien par après, bon, c'est les paroles vides. Hein? Alors, je vais donner ces liens à Renée qu'elle puisse les partager par après. Et moi, comme Renée avait dit, je m'appelle Shulamit Ber-Leftov. Vous pouvez m'appeler Shula.
et je suis the Entrepreneur's Therapist. J'ai une maîtrise en counseling et spiritualité de l'Université Saint-Paul à Ottawa et je suis une travailleuse sociale aussi. Depuis plus que 27 ans que je suis entrepreneur et ça fait depuis l'an 2000 que je travaille dans le domaine du bien-être et de la santé mentale des femmes. Et quand je suis entrée en pratique privée et j'avais établi une clinique, j'ai découvert comment l'entrepreneuriat peut affecter notre santé mentale et qu'il y avait besoin des thérapeutes qui comprenaient comment les deux se mettent ensemble et qu'est-ce qui se passait à cause de cette intersection. Et c'est comme ça que la thérapeute des entrepreneurs, the Entrepreneur's Therapist, was born. So, pour parler des éléments de risque à la santé mentale des entrepreneurs, je vais vous faire visionner une image. Ça, c'est en anglais. J'ai une deuxième diapo qui va le démontrer en français, mais pour que vous puissiez juste le visionner comme de façon graphique, je vais vous laisser une minute ou deux pour vraiment intégrer ce qui est sur ce diapo. Et j'ai aussi de la littérature, je vais mettre ça en lien dans la boîte de clavardage et René va le partager avec vous qui visionnez par après, qui va résumer tout ce que je dis par rapport à ces éléments. Alors, vous n'avez pas besoin même de prendre des notes parce que vous allez avoir de quoi par après. Alors, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez, oui, mais c'est pas nécessaire. Alors, voilà les éléments de risque à la santé mentale des entrepreneurs en français. Et en fait, moi, je vais commencer avec numéro 3, l'isolement, parce que c'est là où commence la plupart des gens avec qui je parle, comme clients, et même quand en réseautage, la première chose des gens disent, et surtout des femmes disent, c'est que c'est tellement difficile de trouver quelqu'un qui me comprend. Et je te vois, Caro, abaisser la tête, à secouer la tête. As-tu de quoi à rajouter par rapport à ton expérience sur l'isolement? C'est exactement juste, spécialement pendant la pandémie. Toutes les femmes qui ont des entreprises que je connais où on faisait des Zooms ensemble, tout le monde a dit exactement la même chose. C'est l'isolement parce que aussi tout le monde a des différentes entreprises et donc les problèmes que eux ils ont, c'est pas nécessairement ce que les autres ont et ça devient difficile des fois à parler à quelqu'un pour qu'ils aident à comme support mental. Oui, en fait, c'est ça. Tu as mentionné un élément que moi, j'avais comme ça résonne avec moi, mais je n'avais pas sur ma liste. C'est le fait que, de même que tu as trouvé un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un business comme le tien. Fait qu'il y a quand même des points en commun, mais il y a aussi des points très, très différents. Alors, c'en est un exemple de l'isolement. Et notre isolement a plusieurs, il y a comme plusieurs feuilles sur l'arbre de l'isolement, c'en est un. Un autre, c'est le fait qu'on se sent comme porté à gérer l'impression qu'on a sur les autres. En anglais, on va appeler ça impression management. Parce que quand on parle de la santé mentale ou même de les difficultés normales de la vie et de l'entrepreneuriat, de partager avec quelqu'un d'autre qui peut être un client ou un autre business, un autre entrepreneur, que ça ne va pas très bien chez nous, on se doute on se demande si cette personne, ça va leur faire douter de nos compétences. Hein? Et ça va leur inhiber à faire affaire avec nous autres. Hein? Alors, ça nous isole un peu plus encore. Un autre aspect, c'est que comme leader, on est entouré par personnes, mais on est à part de ces personnes parce que les personnes sont des clients ou ce sont des associés ou ce sont d'autres gens dans notre domaine ou c'est notre équipe qui nous soutient. C'est des gens pour lesquels on est leader. Mais qui est là pour nous?
est-ce que je pourrais juste faire une petite Oui, oui. intervention? Ah oui, René. Je vais garder ma caméra fermée pour s'assurer que la qualité de vidéo reste forte. Mais Ah, ce que je vois avec plusieurs clients de Paro, il y a l'isolement à plusieurs facettes. Donc, l'isolement en termes d'entrepreneur, pour commencer, c'est difficile. Souvent, c'est un isolement géographique aussi, parce que nous desservons, nous servons, ça va mal, oh, des clients dans des endroits assez ruraux, assez euh, distants, disons, de grandes métropoles. Il y a aussi l'isolement pour les nouvelles arrivées qui se lancent dans un nouveau pays dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout un choc culturel, il y a toute une pente d'apprentissage que ça va vite, et aussi l'isolement souvent à l'intérieur de sa famille. Et avec l'isolement, elle est peut-être femme, elle est peut-être épouse, elle est peut-être mère ou elle est peut-être pas gardienne, c'est pas le, mais elle a charge, elle a la responsabilité de soins de ses parents. Donc, elle a beaucoup de pression sur elle, elle a beaucoup de charge mentale, et la charge mentale envers tous ces aspects de sa vie fait que l'isolement est profond. oui, oui, oui. Merci d'avoir contribué ces aspects, René, parce que c'est très important et très, ça résonne beaucoup avec moi. Je vois Carole. Carole, tu baisses la tête. As-tu de quoi à rajouter? Ah oui. Non, c'est exactement vrai. Et on, on a tellement différentes choses qu'on doit s'occuper dans notre vie, nos familles, enfants, parents, etc. Et donc, et on se sent comme on doit être parfait à tout. Donc, cette pression qu'on se met sur nous-mêmes est en plus. Oui, en fait, il y a des facteurs systémiques dont on va parler un peu plus loin dans cette liste qui exige les pressions sur nous comme femmes et comme mères et comme épouses et comme tu dis, René, en charge on est des carers, des personnes euh, qui prodiguent des soins aux autres, hein, et comme Caro, tu dis, on a la pression qu'on se met sur nous et ces pressions ne viennent pas de nulle part. On les a appris en quelque part et ça, c'est le côté systémique dont on va parler un peu plus loin. Mais la charge, le fardeau cognitif qu'on a nous isole et nous épuise aussi encore plus. Et si on est épuisé, bon, on n'a pas, ça nous affecte la santé mentale aussi. Fait que l'isolement, on voit comment c'est tout un Énorme. réseau, c'est énorme, hein? C'est comme un oignon, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et en parlant de la charge mentale, on va aller en ce moment pour VICA. On va parler du VICA, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ça, c'est un terme en anglais VUCA, V-U-C-A, en français VICA, qui a été, ça a son origine dans la littérature des leadership dans les années 80, où ça a été identifié qu'il y a ces quatre qualités de notre travail. Ben, en fait, c'est du travail des leaders, mais les entrepreneurs, comme on est leader aussi, et on a juste à regarder, comme tu as dit, Caro, la pandémie pour voir écrit grand comment le VICA nous impacte. Parce que la situation était volatile, ça changeait d'une minute à une autre. On n'était jamais certain, même des données qu'on recevait comme entrepreneur et comme dans la vie personnelle, mais même si on parle de comment ça nous a affecté comme entrepreneur, on ne savait pas d'une minute à une autre qu'est-ce qui étaient les règlements et comment il fallait gérer nos business, quelle sorte d'aide était disponible. Les infos qu'on recevait, les renseignements étaient complexes et n'étaient pas clairs. Alors, comme moi, comme travailleuse sociale, euh, on avait mon association qui nous donnait des indices à comment prendre des décisions par rapport à si on était pour se rencontrer en personne, par exemple. Mais on ne se disait pas
fallait ou fallait pas. On avait tout un cheminement de questions pour arriver à notre propre décision. Et ça, c'est un genre d'ambiguïté qui est approprié, mais quand même assez difficile. Et tout entrepreneur avait, faisait face à une situation comme ça. Comment c'est quoi la grandeur de notre entreprise? Est-ce qu'on ferme ou non? Est-ce qu'on envoie les gens à la maison ou non? Est-ce qu'on pratique l'écart dans le bureau? C'était très, très pas clair et beaucoup à dire avec. Mais hors de la pandémie, qui illustre très bien ce principe, on fait face à ça à tous les jours dans nos business. À tous les jours. De façon grand ou moins grand. Alors, de rétroaction, des expériences personnelles par rapport à Vika? Des questions? Non? OK. Ce que tu as dit est exactement juste. Oui, et moi, c'est un enjeu, je vois, et c'est intéressant, mais c'est déprimant en même temps. Mais le plus qu'on travaille, le plus qu'on devient chef de file à un haut profil, le plus invisible qu'on devient comme personne, comme être humain. Parce qu'une fois qu'on est la dirigeante, pas une gestionnaire, mais l'entrepreneur d'une entreprise qui a quand même un élan, on devient la présidente et non l'humaine. Oui, On oui. arrête d'être la personne. Ben, on se le dit, d'un côté, on se le dit, et de l'autre côté, les personnes ne voient pas, les gens par lesquels on est entouré ne nous voient pas comme être humain. C'est vrai, on est vu comme leader. Et c'est pour ça, on va parler de ça plus tard, c'est pour ça l'importance d'une équipe de soutien pour nous comme entrepreneurs êtres humains. Un entourage de gens qui nous soutient, qui nous voit en toute notre personne, qui comprend l'entrepreneur et le leader et qui comprend aussi l'autre dimension de notre être. Parce que on se perd contact avec nous-mêmes quand on se laisse se couper de notre sens de nous-mêmes en se mettant comme leader et en laissant de côté la personne. Hein? Oui. Et c'est intéressant pour moi parce que le point numéro 6 au niveau de prédisposition aux défis de santé mentale, c'est un genre de perfectionnisme. Et c'est aussi un manque d'estime de soi, de l'amour-propre, qu'elles se poussent, qu'elles veulent vraiment être la première ou qu'elles veulent vraiment être chef de file, qu'elles veulent vraiment avoir un produit parfait. Et donc, il y a le moins d'estime de soi qu'elle a, le plus qu'elle devient perfectionniste et le moins qu'elle peut avancer son projet d'entrepreneuriat. Donc, ça m'intrigue, c'est triste, mais ça m'intrigue. Well, en fait, la prédisposition, ce dont tu parles, René, on est vulnérable aux défis de santé mentale, comme tu as parlé. Mais ce qui est très intéressant, il y a un psychologue et psychiatre qui s'appelle Michael Freeman aux États-Unis, qui en 2015 a fait les premières recherches par rapport à la santé mentale et l'entrepreneuriat. Et c'est lui qui a trouvé que la population qu'il avait étudiée, il a trouvé que de ce groupe de personnes, il a pu dire que ceux qui sont dans la population générale, qui sont portés aux émotions fortes, qui expérimentent les défis de santé mentale, sont portés aussi à devenir des entrepreneurs. Alors, on a déjà ces choses, ces aspects de nos personnalités, la créativité, le fait d'être fonceur, comment on va dire, l'aspect de l'individu qui veut être leader, toutes ces qualités existent dans la population générale, mais les gens qui deviennent entrepreneurs ont aussi ces qualités et que l'entrepreneuriat vient aussi à amplifier, de par le stress de l'entrepreneuriat, la prédisposition que les gens
amènent avec eux. Alors, il y a pas de recherche formelle à ça, mais un exemple qui fait sujet de beaucoup d'entretiens en ce moment-ci, c'est je sais pas c'est quoi en français, ADHD, l'attention, les troubles d'attention et l'entrepreneuriat. Et c'est très intéressant de voir la prépondérance des gens qui se disent ADHD et qui sont aussi entrepreneurs. Il y a aussi, pas de recherche, mais beaucoup de discussions. J'ai une collègue, elle s'appelle Nicole Lewis Keever, et elle est aussi travailleuse sociale aux États-Unis, et elle, son travail, c'est dans le domaine de traumatisme et entrepreneuriat. Et dans son travail, elle a trouvé qu'il y a beaucoup de femmes, particulièrement des femmes, qui établissent le business comme adaptation à leurs expériences passées de traumatisme. So, comme par exemple, moi, je suis honnête par rapport à mes expériences de traumatisme. Je suis survivante de multiples traumatismes à mon enfance et aussi comme adulte. Et pour moi, avoir mon propre business, c'est comme un peu prendre la revanche. Il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Il n'y a plus personne qui va avoir pouvoir sur moi. C'est moi le boss et c'est comme ça. Alors, et ça, c'en est juste un exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes spécialement, qui ont établi leur entreprise comme adaptation. Il y a des femmes qui ont expérimenté des femmes racialized women, des femmes des groupes indigènes, canadiennes, africains, canadiennes, caribéennes, qui ont expérimenté de l'oppression au travail et qui ont décidé, bon, je suis tannée de ça, de l'agression que j'expérimente. Alors, si je veux un environnement de travail libre d'oppression, je vais l'établir moi-même. Il y a aussi des gens qui vivent avec des invalidités, qui ont aussi eu beaucoup de difficultés à s'accommoder au travail, ou des gens avec des problèmes, des troubles de santé mentale, qui le travail de 9 à 5 dans un bureau avec d'autres gens, c'est extrêmement difficile pour eux. Alors qu'elles ont établi leur propre entreprise comme adaptation à ces choses-là, qui apportent avec eux aussi des défis de santé mentale. Et on combine ça avec le stress de l'entreprise et il s'amplifie, hein? Oui, Est-ce que c'est ça vrai. rejoint? Oui, absolument. C'est comme un cercle vicieux ou virtuel dépendant de l'endroit. Puis je le vois absolument. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Et en plus, comme j'avais mentionné brièvement plus tôt, et Caro, toi aussi, les idées qu'on se donne par rapport à ce qu'on attend de nous ou ce qui est attendu de nous, ça c'est numéro 2, ce que j'appelle la culture houleuse. Mais en fait, ça c'est juste une phrase qui signifie vraiment tous les systèmes d'oppression qu'on expérimente dans l'Ouest, ici en Amérique du Nord, la suprématie, je ne sais pas comment dire en français, white supremacy, la suprématie de la race blanche, je pense. Et c'est aussi le capitalisme qui dit consommer, 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 peu importe le prix, que agrandir sans attentes aux futures générations, de l'épuiser parce que c'est l'agrandissement qui compte plus que la durabilité. C'est la culture de beauté, la culture de bien-être, qu'il faut être mince et sain et tout ça. Il y a même au plus profond, il y a les colonisateurs qui sont venus en Amérique du Nord dans les années 1600, qui ont mené avec eux tout un système moral de croyances
que nous-mêmes, comme moi, je suis juive, je n'ai pas appris ce système de croyance dans ma communauté religieuse, mais c'est dans la culture que travailler fort vous rend une bonne personne. C'en est juste un exemple d'une croyance qui vient des colonisateurs chrétiens qui sont venus en 1600 ici en Amérique du Nord. Alors, toutes ces choses, si on ne les investigue pas, on les avale sans même savoir qu'ils sont là. En fait, une meilleure image, c'est qu'on est des poissons dans cette eau. Et ce qui est fort dans l'image de poisson, c'est que le poisson est dans l'eau et le poisson amène l'eau dans sa bouche, dans son corps, dans ses, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des gills, right? Que le poisson est d'une façon n'est pas à part de l'eau qu'il inspire. Et c'est comme ça, la culture houleuse, si on ne l'investigue pas, ça nous affecte fortement. Et ces croyances ne sont pas toujours, en fait, toujours sont pas en ligne avec ce qui est important pour la santé mentale. Et comme femme, on expérimente plus même que les hommes. Pensée, rétroaction, question? C'est exactement juste. Il n'y a pas d'autres mots. Ce que tu as dit, c'est parfait. Et ce qu'on n'avait pas mentionné, et je vais juste passer brièvement là-dessus, c'est le fait qu'on lie l'estime de soi à son succès. Ça, c'est un trait humain. On est tous et toutes portés à faire ça. Et pour les entrepreneurs, parce que c'est tellement direct, le succès de notre entreprise et ce qu'on se dit par rapport à nous et notre valeur comme être humain, et que le succès, entre guillemets, de notre entreprise est volatile, notre estime de soi peut aussi être volatile. Alors, et ça a un impact sur notre santé mentale quand on se parle comme si on se dit qu'on n'est pas bon, on n'est pas une bonne entrepreneur. Quand ça va mal, ça empêche notre capacité d'être le leader qu'il faut pour pallier aux défis qui fait le soi-disant non-succès, right? On a besoin de toutes nos capacités, justement, quand ça va mal, mais en même temps, on est là à se dire on n'est pas bon. Alors, ça complique l'affaire quand on lit les deux. Et c'est un travail, en fait, de les séparer, ces deux idées. Et pour terminer un petit peu, juste pour dire que les premiers 6 sont expérimentés par d'autres gens. Tout le monde expérimente ces choses-là. Mais nous, les entrepreneurs, les expérimente en même temps par rapport à notre entreprise. Et notre entreprise, on le sent comme question de survie au niveau viscéral, au niveau du système nerveux. Si notre entreprise fait faillite, bon, on va mourir. C'est comme un peu ridicule de le dire comme ça parce que tout le monde va dire, ben voyons, c'est pas vrai. Mais au niveau du corps, ça résonne comme ça pour nous. C'est comme la survie, hein? Ça ressent comme une question de survie. Alors, c'est fort pour nous et les 6 se potentialisent, ils s'amplifient l'un l'autre. Alors, comme dans la population générale, ils vont d'un côté expérimenter la culture houleuse une journée. La semaine prochaine, il va y avoir de la volatilité dans leur vie. Peut-être aux 6 mois, la rétroaction de la gestionnaire par rapport à son rendement au travail, ça va mal. Alors là, ça va être difficile sur l'estime de soi. Mais nous, c'est à tous les jours qu'on les expérimente. Et ils se potentialisent, ils s'amplifient l'un l'autre. Alors, c'est pour ça que être un entrepreneur est difficile. C'est un risque à la santé. Et de même que ça peut être décourageant, la raison pour laquelle je parle dans tous mes discours, c'est ici où je commence, parce que les clients que je vois sont des femmes fortes, compétentes, intelligentes, qui ont survécu beaucoup,
Mais elles se présentent chez moi et elles se disent, je suis brisée. Il y a de quoi qui ne va pas chez moi? Something's wrong with me. C'est quoi mon problème? Right? Mais quand on prend en compte qu'on fait face à tout ça, on voit que c'est comme, on peut dire, en guillemets, naturel qu'on expérimente de la difficulté et qu'il n'y a pas de mal chez toi. C'est pas drôle, c'est pas le fun, c'est pénible, c'est difficile. Mais t'es pas brisé si tu souffres. T'es pas brisé si c'est difficile parce que c'est difficile. C'est difficile parce que c'est difficile, pas parce que t'es brisé. Pas parce qu'il y a de quoi de mal chez toi. Et si vous ne prenez rien autre de ce discours que l'idée que, wow, ce que j'essaie de faire est un défi énorme. Je suis pas seule à expérimenter ces défis et quand je le trouve difficile, je ne suis pas la seule à le trouver difficile et qu'il n'y a pas de mal chez moi. Moi, mon job est fait. Right? De vraiment se dire, wow, comme pas de surprise que j'ai des difficultés de temps à autre. Alors, je vais Oui, juste on est rester. tellement durs sur nous-mêmes, sur plusieurs. Excuse. Ah oui, Caro. On est tellement durs sur nous-mêmes à tellement de différents niveaux que c'est vraiment, vraiment difficile de séparer ces deux choses. Et je pense, comme tu disais, que les personnes avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotions deviennent entrepreneurs. Et je pense que ça a à faire avec ça aussi. C'est que on a de la passion. On a commencé notre entreprise parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Oui. Mais ces sentiments, cette émotion, c'est Mm-hmm. exactement ce qui ressort et qui nous met dans cette situation. C'est comme si on se met dans cette situation où nous, on pense qu'on n'est pas assez bon. On pense que Mm-hmm. personne d'autre a faire avec les mêmes problèmes que nous, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment difficile. Et je vois exactement que de séparer ces choses, ces émotions, qu'on n'est pas assez bon, que si on est les seuls à avoir des problèmes, etc., qu'on n'arrive pas à séparer ça. Oui, on fait un bon travail. Et oui, des fois, il y a des montagnes russes. Mais que c'est pas nous personnellement, c'est la vie, c'est l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de séparer les deux, pour moi, je trouve ça impossible. Mm-hmm. Mm-hmm. J'aimerais aussi ajouter que en termes d'entrepreneuriat féminin et la condition féminine, c'est mon avis. Donc, et c'est enregistré, donc je souligne, c'est mon avis. pas, pas l'avis de l'organisme avec qui je travaille. Mais il y a une dynamique de contrôle, de manipulation de la femme. Donc, si on garde la femme, si on exige tellement de la femme, on nuit sa capacité de créativité, sa volonté de s'appliquer puis prendre des risques et aussi son estime de soi. Et le plus faible l'estime de soi est d'une personne, le plus facile, c'est de la négliger, de l'ignorer ou de l'abaisser. Et on voit ça avec des conditions physiques. Donc, la femme peut seulement être 120 livres, peut-être blond, peut-être aux yeux bleus, peu importe, elle peut seulement porter tel et tel linge, même si elle est en grossesse, elle est enceinte, elle doit perdre tout son poids de ouais, Pas de grossesse, baby weight. merci. De Je dis grossesse. croissance, mais pas Oui. croissance. De grossesse dans 2 semaines. Sinon, elle est mauvaise, elle n'est pas une bonne mère, elle n'est pas une bonne femme. Ensuite, quand on regarde au niveau du milieu de travail, avec les femmes qui veulent avoir des promotions, qui veulent s'appliquer en entrepreneuriat, c'est un degré de compétence excessif.
Ce n'est pas suffisant d'avoir le même bac Mhm. qu'un homme. Il faut avoir 2 bacs. Ce n'est pas suffisant d'avoir une moyenne de points de 75 %. Il faut avoir 90 % en montant. Mm. Donc, Mm. on met tellement de critères, d'exigences à chaque volet de notre vie que ça détruit l'esprit de la femme. Mhm. Mhm. Quand la Mhm. femme devient opprimée, ben c'est une faute féminin. À C'est pas elle. à elle unique. Ce n'est pas le système, ce n'est pas le lieu de travail, ce n'est pas l'environnement de travail. Je travaille avec des femmes en technologie, donc elles vendent des produits de technologie et le degré d'agressivité, le degré qu'elle est abaissée par soit des acheteurs potentiels ou même des employés qui cherchent des emplois mais ne veulent pas travailler pour une femme. Mhm. Incroyable. Et donc, Ça l'est incroyable. l'expérience globale au privé, dans la communauté et aussi dans l'endroit économique et aussi éducationnel, ça nuit tellement à la femme que c'est vraiment, ça lui donne des complexes, si vous me permettez l'expression. Non, elle est peut-être prédisposée d'avoir des défis de santé mentale, mais l'aspect de sa vie globale en ajoute encore plus. Oui, 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 les aspects systémiques viennent empirer l'affaire. Oui. Mhm. Oui, et chaque pas le long, on se marie, on devient femme, on n'est plus Caroline. On a un enfant, on est mère, on n'est plus Caroline. C'est comme ça, ça se met l'un sur l'autre. Et à un moment donné, il faut retrouver qui est Caroline. C'est de s'arrêter et dire, OK, je sais que je suis femme, je sais que je suis mère, je sais que je suis ci, je sais que je suis ça, mais où est-ce que moi je suis au milieu de tout ça? Et porter attention à notre bien-être mental et émotionnel est partie de rentrer en contact avec nous-mêmes, avec le cœur de ce qu'on est. Parce que nos émotions et notre cerveau, si on veut dire, là, ce sont des aspects, disons, invisibles de nous-mêmes qui, avec contact, peuvent s'épanouir. Hein? Et ce que je trouve vraiment, I don't know, enrageant, triste et enrageant en même temps, quand je songe à ce qui pourrait être possible pour des femmes si elles n'étaient pas, si nous, on n'était pas emboîtés, hypothéqués par tout ce que tu as mentionné, René, comme l'épanouissement du monde, ce qui peut être possible pour le monde, pour la croissance économique et autres, si on n'était plus dans ces voies, si on avait accès à toute notre puissance. Et pour moi, ça commence, c'est comme une espèce de whatever, like cliché, comme ça commence avec nous-mêmes, mais ça commence avec nous-mêmes comme leader. Right? Et se donner de la place dans notre... Et comme entrepreneur, c'est assez difficile parce qu'on est toujours, comme il y a maintes choses à faire, on travaille 24/7, on prend pas de vacances, on travaille jour et nuit, et fin de semaine, pas de vacances, tout ça, right? C'est comme être mère, mais encore plus, parce que c'est où la place pour nous? Où est-ce qu'on est dans tout ça? Alors, c'est pour ça que je parle de la santé mentale des entrepreneurs et j'enseigne aux entrepreneurs comment on peut intégrer le bien-être mental et émotionnel dans le business même, dans le fonctionnement hebdomadaire du business même. Parce que autrement, ça tombe à côté. So, alors, on sait qu'on est stressé par tout ça, quoi faire, right? Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, et comme René a dit,
il faut travailler à voir l'effet des systèmes et de mettre à part ce qu'on a le pouvoir à changer et ce qui est systémique, qu'on peut aussi changer, mais d'une autre manière. Il faut s'organiser avec d'autres pour changer le système. En fait, the Canadian Women's Chamber of Commerce est un bon exemple d'une réponse féministe systémique aux problèmes des femmes entrepreneurs. C'est un organisme, une chambre de commerce pour des femmes au Canada qui fait du lobbying auprès du fédéral pour que les politiques gouvernementales et les programmes d'aide et les lois changent, prennent en compte les femmes entrepreneurs. Alors, on peut, d'un côté, quand on commence à comprendre qu'est-ce qui est systémique, on peut viser des actes qui vont affecter le système et en plus, on peut viser des actes qui nous affectent nous-mêmes. Alors, pour le stress, il n'y a pas de problème au stress. Le stress est la réponse de notre organisme à une demande. Si on ne répondait pas aux demandes, on serait guimauve sur le sofa à écouter la télé. On ne pourrait pas s'organiser, on ne pourrait pas s'activer, on ne pourrait pas passer à l'acte pour achever les buts qu'on a en tête, pour manifester nos visions. On a besoin de la réponse stress physique pour accomplir ce qu'on a en tête. Alors, la réponse de stress dans le corps n'est pas mauvaise. En fait, c'est bon. Et en fait, une des façons qu'on peut pallier au stress, c'est que quand on se sent stressé, on peut s'arrêter pour un instant et s'en rendre compte en premier. Oh, wow, je suis stressée en ce moment. Je suis très activée. Je ressens l'énergie dans mon système. C'est l'énergie que j'ai besoin pour répondre à ce qui se passe présentement, pour faire face aux défis. So, plutôt que de dire je suis stressée, il faut en premier reconnaître. Parce que ça, c'est très important. Un bypass, la positivité toxique, c'est de mettre à part ce qu'on est en train d'expérimenter et juste dire « Ah oui, je peux le faire ». Mais non, il y a 2 étapes. Première étape, c'est de reconnaître « Wow, oui, je suis stressée. C'est dur en ce moment. Je fais face à une difficulté. Oh, phew, comme wow ». Et là, après avoir reconnu et comme validé, ben, pas de surprise que je suis stressée, c'est important ce que je fais. C'est un moment de demande. Et la raison pour laquelle mon corps répond de même, c'est de me donner l'énergie que j'ai besoin pour faire face à ce défi. Ça fait qu'on passe d'une réponse stress response, à une réponse défi, un challenge response. Et le fait de changer d'idée que stress est mauvais, stress me donne ce que j'ai besoin pour faire face à ce défi, change l'impact du stress dans ton corps. So, en anglais, on appelle ça reappraisal, de revoir et parler différemment du stress change l'impact de stress dans le corps. Si on dit « Je suis stressé, oh my God, je vais avoir une crise cardiaque. Faut que ça arrête. » Bon, ça empire ce qui se passe dans le corps. Mais si on se dit « Je suis stressé », ben, pas de surprise. OK. Ça me donne ce que j'ai besoin pour faire face au défi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et on passe à l'action pour faire face à ce qu'on vit. C'en est un exemple à comment on peut changer ce qui se passe en dedans de nous pour aider à notre bien-être mental et émotionnel. Alors, comment vous réagissez à cette idée? Oui, c'est pas... Comment est-ce que je dis? De savoir
que le stress et la façon qu'on le ressent est une façon pour nous, physiquement, émotionnellement, faire affaire avec ce qui nous stresse et de savoir, de pouvoir se dire que ce stress est pour X, Y, Z et j'en ai besoin pour me motiver pour faire affaire avec ce problème ou quoi que ce soit et de gérer ça et pouvoir se souvenir de ça, c'est une autre chose. Parce que Oui, quand on est dans oui. cette Mhm, émotion, mhm, mhm, de se dire, OK, mhm, c'est une bonne chose, on a besoin de ce stress mhm, pour, mhm, mhm, mhm. c'est, c'est, Je c'est comme suis, ils disent en anglais, out the window. mais je C'est, suis très contente que tu l'aies dit, Caro, parce que c'est très, très important. Le premier pas, c'est de se rendre compte qu'on est stressé. Ça, c'est pas si difficile. Quand on est stressé, de se rendre compte qu'on est stressé, c'est pas si difficile. Right? Quand ouais, on est stressé, on le sait. ah ouais. Hein? Alors, d'être rendu à l'autre côté du processus, tu as raison, mais ça, c'est un bypass. De sauter direct à oh, c'est bon pour moi. C'est pas bon, en fait. Alors, on reconnaît la première étape, c'est de dire wow, fuck, je suis stressé. Et de prendre un moment de reconnaître, comme je le fais là, wow, je suis stressé. Et le fait de reconnaître que tu es stressé et te le dire, tu es stressé, là, ça mène ensuite la capacité de s'en rendre compte. Oh, wait a minute. C'est possible que c'est ici pour m'aider. Mais il faut en premier prendre l'étape de s'en rendre compte et se le dire. Mhm. Et c'est ça l'effet, en fait, parce que j'étais justement pour parler de ça prochainement dans mon discours. Alors, tu m'as donné comme l'ouverture pour passer aux prochaines étapes de ce discours. Ce qui fait le stress, c'est que ça nous fait sauter le couvercle. Et si on pense à ça comme le cerveau, ça ici, c'est le cortex. Attends un petit peu si je l'ai en français ici. Le, c'est le cortex, en fait, la partie du cerveau où tout ce qu'on a besoin pour être leader, puis pour être PDG de nous-mêmes et de notre entreprise, notre fonctionnement exécutif réside, si on veut dire, ici dans le cortex. Et quand on est stressé, quand les émotions sont fortes, il y a ici l'amygdale. Et c'est pas les amygdales ici, c'est un autre amygdale dans la tête. Les amygdales, c'est le centre des émotions dans le corps. Et quand ça se réchauffe, comme un pot d'eau, right? Quand on ressent les émotions et l'amygdale se réchauffe, bon, le cortex saute et ça arrête de communiquer avec le reste de nous. Fait que c'est comme ça qu'on perd nos capacités de répondre comme faux, dans une situation stressante. Alors, si par exemple, t'es fâché et normalement tu saurais que, OK, écoute, il faut pas comme, faut pas gueuler après quelqu'un quand on est fâché, surtout à l'entreprise. Mais la partie de toi qui sait ça et qui sait comment faire différemment est comme là-bas. Et toi, tu es ici à engueuler la personne et tu te regardes faire ça et tu dis là, je suis pas censé faire ça, mais tu peux pas t'arrêter. C'est parce que le cerveau a sauté et ne communique plus avec toi. Ou un autre exemple, c'est que quand tu pars d'une discussion qui a été peut-être stressante et une heure après, t'es comme, ben, pourquoi j'ai pas dit ça? J'aurais dû dire ça. C'est parce que Oui, right? Ça arrive tout le temps. C'est parce que le cerveau, le cortex, le cerveau PDG, si on veut dire, a sauté et ne communique pas avec toi. Et une heure, 2 heures plus tard, c'est revenu et c'est rentré en communication. Et c'est là que tu peux avoir des idées créatives pour que tu as dû avoir il y a 2 heures dans l'interaction. Alors, stress nous fait sauter le cerveau PDG. Et le fait de reconnaître que ce qui se passe
le fait de se dire, oh, je suis stressée, wow, wow, de se toucher de cette manière, ou peut-être juste de mettre les mains ensemble, se tenir par la main, oh my God, que je suis stressée. Mhm. De dire pas de surprise, c'est un moment stressant, ça fait retourner le cerveau PDG en contact avec vous. Et c'est là, quand le cerveau PDG est de nouveau en contact, que là, l'idée que, oh, mais oui, le stress est ici pour m'aider. Mais cette idée est partie quand on n'a pas pu se rassurer et reconnaître qu'est-ce qui se passait. So, je suis très contente, Caro, que tu aies mis ça sur la table parce que ce principe est très important que quand on est stressé, le cerveau PDG saute, qu'on a besoin de se rassurer, de reconnaître ce qui se passe pour justement que ça rentre en contact pour ensuite avoir accès à nos capacités. C'est très important de savoir que c'est comme ça que ça marche. Oui, exactement. Et qu'on ne peut pas sauter une étape. On ne peut pas sauter à oh, le stress est bon pour moi si le cerveau PDG n'est pas en communication avec le reste de nous. Hein? Mhm. Mhm. Très, très important. Oui, So, dans le moment. dans le moment, forget about it. Right. Ouais. Right. Et tu peux pratiquer au courant de la vie, tu peux pratiquer à juste faire comme des petits check-ins. C'est où mon niveau de stress en ce moment? Disons, 10, je vais sauter, 0, c'est correct. De voir, oh, que c'est 2 ou 3. OK. Et un petit moment de, like, oh, je suis stressée. Quand c'est un 3 sur 10, et c'est facile de le faire, et de se demander, bon, est-ce que je devrais peut-être juste aller à la toilette, bouger mon corps un petit peu, ou aller à l'imprimante, ramasser des feuilles, ou aller prendre un verre d'eau. Juste 2 minutes. Et c'est ça l'affaire. Pour gérer le stress comme entrepreneur, on n'a pas besoin des grandes choses et des grandes choses à part de notre travail. Il s'agit d'intégrer des petits actes au cours de notre journée. So, on fait un petit check-in, on se voit, on est 5 sur 10. Oh, all right, ben là, ça risque de sauter s'il y a de quoi d'autre. Mettons, il y a quelque chose qui vire à côté dans les prochaines 2 heures. Je sais que je vais être rendu à 8. OK, ben là, je suis pas à 8, je suis à 5. Qu'est-ce que je peux faire? Right? Peut-être que je devrais aller prendre mon lunch. Je devrais manger parce que j'ai faim. Ou je suis fatiguée, alors je devrais peut-être sortir pour 5 minutes, faire le tour du bâtisse pour me réénergiser un petit peu. Right? C'est 5 minutes. Il n'y a rien de mon avis, dans 10 ans d'être en affaires. Il y a très rarement, comme exceptionnellement, peut-être 1 ou 2 fois au courant des 10 ans dans mon business, que le 5 minutes m'aurait coûté cher. C'est 5 minutes. Et c'est là la force de nos personnalités fonceuses. On peut faire appel à cette force et se le dire, c'est juste 5 minutes, je vais le prendre. De même que ça me fait peur, parce que ça fait peur, ça nous fait peur. Je peux pas laisser mon entreprise, j'ai pas le temps pour moi. C'est de prendre la force en main et dire, non, c'est 5 minutes, je le fais. Et je reviens par après. Tu laisses pas tomber tout, tu reviens par après. Et c'est pour ça que beaucoup des entrepreneurs voient le self-care comme étant quelque chose qui n'est pas accessible, mais non, c'est accessible, c'est 1 minute par ici, 2 minutes par là, 5 minutes par ici. Il y a aussi des stratégies plus grandes qu'on doit intégrer à part de notre hebdomadaire. Notre hebdomadaire. Mais ça, c'est hors de ce qu'on a le temps de parler ici. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire durant la journée. Et alors, je vais vous inviter à une autre expérience parce qu'on achève la fin. Alors, je vous invite, vous pouvez songer à ça ou vous pouvez participer, c'est comme vous voulez. Alors, je vous invite à placer ou à songer à placer vos mains avec les paumes vers le haut, sur vos cuisses, sur la table, comme vous voulez, là. Et
de porter votre attention sur votre respiration, sans le changer, juste à remarquer la respiration. Et de respirer 2, 3 fois, juste comme c'est là. Et à un moment donné, vous pouvez commencer, quand vous expirez, à fermer les mains. Et quand vous inspirez, à ouvrir les mains. Sans changer la respiration, mais de le coordonner, le mouvement, le cerveau est like, what? What am I doing? Yes. D'ouvrir quand on oh, là, je me suis... Ouvrir quand on inspire et fermer quand on expire. Et adapter le mouvement des mains avec l'inspiration et expiration. On inspire à ouvrir et expirer à fermer. Je vais vous laisser faire ça 2, 3 autres respirations. Et là, peut-être la prochaine fois que vous inspirez, vous aimeriez monter vos mains et vos bras par en haut et expirer, les abaisser. Et suivre l'expiration comme ça, à inspirer, à lever les mains, les bras, expirer, les baisser. Peut-être 2, 3 fois comme ça. Et là, vous pouvez laisser tomber tout, laisser tomber la tension, laisser les mains, les bras rester. Et vous pouvez peut-être remarquer qu'est-ce qui se passe en vous là, après avoir fait ça. Je vous ouvre le micro pour, je vous invite à partager ce que vous remarquez. C'est presque impossible de faire attention à la respiration sans la ralentir. Mm-hmm. Ça se ralentit lui-même, en fait. Mm-hmm. Juste le fait de porter l'attention là-dessus, ça change, oui. Exactement. C'est incroyable comment ça a été et ça m'a vraiment surpris. Right? Ça l'est surprenant. Ça l'est très surprenant. Ce qui se passe souvent quand on est anxieux, la recommandation est d'inspirer profondément. Well, je sais pas pour toi, mais pour moi, et j'ai remarqué souvent avec d'autres, si on inspire de même, de passer à ça est quasi impossible. Mais le simple fait de coordonner nous aide à passer, à ralentir sans force, mais juste avec l'attention. La respiration change et nous apporte ça engage en fait un aspect du système nerveux qui nous aide à inviter la réponse de relaxation dans le corps. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et après, quand on met les bras avec aussi, c'est comme si ça aide à laisser, à faire sortir ce stress, cette anxiété. Oui. C'est comme le physique. Yeah. C'est vraiment intéressant. Merci du partage. Alors, c'est tout ce que j'ai à offrir aujourd'hui. Je vais passer le volant à René. Merci beaucoup, Shuna, pour cette excellente présentation et d'avoir encouragé une discussion parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on doit être consciente, qu'on devrait vraiment prendre en acquis. Comment nous faisons notre décision, pourquoi nous faisons cette décision, c'est quoi les enjeux entre les différents aspects de notre vie et vraiment se rendre compte le montant de stress qu'une grande partie d'entrepreneurs subissent. On n'est pas consciente quand on est dans le jus de l'entrepreneuriat, mais dès qu'on prend 2 pas à reculons, ça devient très évident qu'on a besoin beaucoup plus d'appui, de soutien. Donc, de la part de Parou, je vous remercie et je vous remercie, Caroline, pour votre enthousiasme d'avoir participé.
Merci, merci d'avoir fait ça avec Sheila. Elle est spectaculaire. Absolument. Merci. Et donc, je glisse un petit mot encore pour Paro. Paro est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin en Ontario. Nous appuyons toutes femmes, nouvelles arrivées, francophones, anglophones, autochtones, et nous avons aussi la programmation spécifique pour des secteurs tels que l'agroalimentation et pour appuyer les femmes à développer la technologie et à accéder à la technologie. Donc, encore une fois, mesdames, je vous remercie pour ce webinaire ce matin et ceci conclut le webinaire.